Bonjour à tous, donc bienvenue à ce nouveau webinaire dédié aujourd'hui au référentiel d'identification électronique pour les acteurs de santé personnes physiques. Donc premier webinaire d'une série de 3. Le second sera dédié aux personnes morales et le troisième aux usagers. On vous remettra les dates et les liens d'inscription dans le chat. On va être très nombreux aujourd'hui, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions, mais pas dans l'onglet chat pour qu'on puisse avoir accès à tout. Comme d'habitude, le webinaire sera disponible en replay que vous recevrez par mail et on mettra aussi en ligne le support de présentation. Donc pour la présentation aujourd'hui, Vincent Croisy de l'ANS accompagné de Stéphane Verne. Je vous passe la main et puis bon webinaire à tous. Merci. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je me présente en un mot. Moi, je fais partie de l'équipe sécurité de l'ANS. Et donc, je travaille principalement sur les sujets qui touchent à la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé. Voilà. Et donc moi, Stéphane Verne, je suis consultant de la société Silweb et je travaille pour l'ANS, notamment pour l'écriture du référentiel d'identification électronique. Voilà, donc on a une petite heure et demie. On va essayer de vous donner un aperçu de tout ce qui concerne le volet acteurs de santé, personnes physiques du référentiel d'identification électronique. Voilà, on fera un petit mot d'introduction sur le contexte d'élaboration du référentiel, sur l'évolution de la PGSSIS, puisque ces référentiels remplacent des référentiels existants. On donnera ensuite quelques informations des définitions et des éléments de concept sur l'identification électronique pour vous permettre de bien comprendre ce dont on parle. Et puis ensuite, on rentrera vraiment dans le vif du sujet en présentant les moyens d'identification électronique qui sont autorisés dans le référentiel pour les acteurs de santé personnes physiques. Voilà, donc. Alors, tout d'abord, un petit mot sur le contexte d'élaboration de ce référentiel. Alors, d'abord, on est parti de plusieurs constats. Un premier constat qui est qu'aujourd'hui, les accès sont trop peu sécurisés sur de nombreux services numériques en santé. On observe notamment qu'il y a beaucoup d'accès avec juste un login mot de passe pour des accès à distance. Voilà, et ça se développe de plus en plus, notamment depuis la crise sanitaire avec le télétravail. Donc voilà, ça c'est quelque chose de problématique. Il y a aussi du login mot de passe utilisé sur les sites de rendez-vous en ligne, par exemple. Et par exemple, on a aussi si je prends le cas des résultats de biologie, on a souvent des liens qui sont envoyés par mail et donc en fait, il suffit de compléter la date de naissance pour accéder aux résultats. Voilà, c'est quelques exemples parmi d'autres pour expliquer un petit peu le constat que l'on fait. D'autre part, il y a une hétérogénéité des méthodes d'authentification qui sont utilisées, c'est-à-dire que d'un service numérique à un autre, on ne va pas avoir forcément le même niveau de sécurisation. Et donc, ça, c'est un problème parce que pour le patient, en fait, il n'aura pas un traitement équivalent de ces données d'un service à un autre. Et d'autre part, il y a une multiplicité des mots de passe à retenir aujourd'hui, ce qui rend les choses complexes pour l'ensemble des utilisateurs. Et enfin, je dirais que il y a de nombreux professionnels, donc là plutôt sur une dimension opérationnelle, il y a aujourd'hui de nombreux professionnels qui sont exclus de l'accès aux services numériques parce qu'ils ne disposent pas des moyens d'identification électronique adéquats. Donc, notamment, si je prends un exemple, pour les accès au DMP. Voilà, donc l'idée, voilà, on est sur une refonte des référentiels d'identification et d'authentification de la PGSSIS existants. Donc, quels en sont les objectifs? Un premier objectif, c'est d'assurer aux citoyens un niveau de sécurité minimal pour l'accès à leurs données de santé, quel que soit le service qu'ils vont utiliser. Voilà, l'idée, c'est qu'en tant que citoyen, qu'usager,
je ne vais pas me poser la question, est-ce que le service que j'utilise est suffisamment sécurisé pour mes données de santé. Voilà, je serai en fait sûr que il soit le même, ce niveau de sécurité, quel que soit le service numérique en santé utilisé. Ensuite, un deuxième objectif, c'est de faciliter aussi les usages pour l'accès aux services numériques en santé et la navigation entre ces services. Donc ça se fait notamment grâce à des fournisseurs d'identité tels que ProSanté Connect, qui va permettre, donc avec un unique moyen d'accéder à différents services numériques en santé, donc faciliter la navigation entre ces services pour les professionnels de santé. On a aussi donc l'objectif de décharger un petit peu les fournisseurs de services de cette identification électronique, parce que c'est pas leur métier finalement, et on préfère qu'ils se concentrent sur leur métier et qu'ils fassent appel à un fournisseur d'identité dont c'est le métier pour assurer la phase d'identification électronique. Et puis enfin, donc l'idée c'est aussi de promouvoir les répertoires de référence dans l'identification des acteurs. Donc, quand on parle des répertoires de référence, donc c'est l'INS par exemple, là pour les patients, le FINES pour les structures de santé, et dans le cas du sujet qu'on évoque aujourd'hui, donc des professionnels de santé, c'est le RPPS qui est le répertoire d'identité de référence. Et donc voilà, ça ce sont les piliers de l'interopérabilité. Alors, un petit mot sur l'environnement réglementaire. Donc, on se cale sur la réglementation européenne IDAS, qui définit 3 niveaux de garantie pour l'identification électronique. Donc, le niveau faible, qui correspond à l'idée de réduire le risque d'utilisation abusive ou d'altération de l'identité. Un niveau intermédiaire, qui est le niveau substantiel, qui vise à réduire substantiellement le risque d'utilisation abusive ou d'altération de l'identité. Et enfin, le niveau élevé, donc, qui empêche l'utilisation abusive ou l'altération de l'identité. Ce niveau élevé, aujourd'hui, il est assez difficile à atteindre. On y reviendra. Donc, on est plutôt sur une cible à terme d'atteindre le niveau substantiel. Et donc, au niveau du Code de la santé publique, il y a une ordonnance qui est venue ajouter les articles 1470-1 à 1470-5 qui concernent donc l'identification électronique et qui font référence à ce référentiel que l'on évoque aujourd'hui. Et par ailleurs, donc un arrêté du 28 mars 2022 a rendu opposable le référentiel d'identification électronique, et celui-ci sera opposable à compter du 1er juin 2022. On va revenir un peu plus loin sur le calendrier. Voilà pour cette introduction. Alors pour expliquer un peu quelles évolutions on a sur la PGSSIS. Donc sachant que on refond les référentiels d'identification et d'authentification existants, qui étaient là depuis plusieurs années. Donc d'abord, l'idée c'est d'avoir une clarification des notions et des concepts en se calant sur la réglementation IDAS que je viens d'évoquer. Donc, on a la fusion de ce qui concerne l'identification et l'authentification dans un référentiel unique. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle d'identification électronique, parce que là, par exemple, on ne traite pas que du dispositif d'authentification en lui-même, mais en fait de toute la chaîne de confiance de ce moyen qui va être utilisé pour l'identification électronique. Donc, c'est-à-dire l'enrôlement, s'assurer que, notamment, qu'on va vérifier correctement l'identité des personnes avant de les enregistrer, l'affectation des identifiants et l'attribution la délivrance des moyens d'identification électronique, le renouvellement de ces moyens, mais aussi leur révocation. Voilà, toutes ces étapes-là font partie de ce que IDAS inclut dans la terminologie moyen d'identification électronique. Ça, c'est un premier point. Ensuite, donc, il y a une restructuration en 3 volets sur l'identification électronique. Un premier volet qui concerne les usagers.
Et donc là, c'est un volet qui n'existait pas précédemment, qui est nouveau. Et ensuite, on a deux autres volets. Donc un volet acteur de santé personne physique, qui est celui dont on va parler aujourd'hui, et un volet acteur de santé personne morale, donc qui traite des structures, des établissements de santé, par exemple EHPAD, GHT, etc. Voilà, nous aujourd'hui on se concentre sur les personnes physiques, donc c'est-à-dire par exemple tous les professionnels de santé, médecins, mais aussi toutes les professions qui interviennent dans le secteur santé médico-social, donc secrétaire médical, par exemple, etc. Voilà, et donc ce qui est important aussi de noter, c'est qu'il y a une démarche d'amélioration progressive du niveau de sécurité. Voilà, l'idée c'est pas dès aujourd'hui d'être à un niveau substantiel IDAS, c'est un objectif qui serait voilà, qui pourrait être difficile à atteindre. Donc ce que l'on propose, c'est que voilà, on ait des mesures minimales de sécurité qui sont applicables dès le 1er juin 2022, avec un certain nombre de moyens d'identification électronique qui restent utilisables de façon transitoire. On va voir après le calendrier. Et puis en cible donc un niveau de sécurité IDAS substantiel, donc qui est ciblé pour le 1er janvier 2026. Donc voilà, si on regarde l'impact sur la PGSSIS, donc on voit ici donc sur ce schéma un petit peu les référentiels et guides de bonnes pratiques qui sont publiés dans la PGSSIS. Donc en fait, on remplace voilà, les référentiels d'identification, d'authentification des acteurs de santé, mais aussi celui qui traitait des autorités de certification éligibles pour assurer l'authentification publique dans le secteur santé. Et donc voilà, ces trois référentiels-là sont remplacés par les trois volets du référentiel d'identification électronique que j'ai évoqué. Et on va ajouter dans les guides de bonne pratique un guide qui va concerner l'homologation des moyens d'identification électronique. On va expliquer un petit peu plus loin en fait en quoi consiste cette homologation des moyens d'identification électronique. Voilà, alors est-ce qu'il y a d'ores et déjà des questions auxquelles on peut répondre? Pour l'instant, on a répondu dans le chat. D'accord. C'est parfait. Donc je peux peut-être commenter. On avait indiqué aussi quelques questions qui nous ont été posées, des points qui nous ont été remontés lors de la concertation. Comment le référentiel d'identification électronique, par exemple, se positionne-t-il par rapport au référentiel INS? En fait, le référentiel INS, il traite de l'identifiant qui est utilisé pour les usagers. Et donc, voilà, c'est cet identifiant INS qui est indiqué comme étant l'identifiant à utiliser pour l'identification des patients et des usagers. Le référentiel est dit opposable. Qu'est-ce que cela signifie? Donc ça veut dire que concrètement, tous les établissements de santé ou les professionnels de santé qui rentrent dans le périmètre de ce référentiel, et plus précisément les responsables de traitement qui sont assujettis à ce référentiel, voilà, sont responsables de mettre en œuvre ce référentiel en respectant le calendrier indiqué. Voilà. Et est-ce que le référentiel s'applique à l'authentification des appareils, dispositifs médicaux, donc l'identification électronique des automates ou appareils médicaux connectés? Donc, il y en a beaucoup, notamment dans les hôpitaux, pour les analyses, imagerie, etc. Donc, sont considérés hors périmètre, voilà, du fait des contraintes qui sont spécifiques à ces matériels. Vincent, il y a des questions dans le chat là. Donc, est-ce que tu pourrais revenir en arrière là? Attends, je reviens même pour toi sur le slide sur les volets là, parce que donc quelqu'un demande de reprendre l'explication sur les trois volets du référentiel. Et il y a une question qui est: est-ce que le référentiel s'applique au laboratoire de biologie médicale, sachant que ce sont des professionnels qui travaillent dans ces laboratoires, un type biologiste et préleveur. Donc, je pense que tu pourrais reprendre effectivement peut-être mieux expliquer l'objectif de ces trois référentiels, comment c'est compartimenté, et du coup répondre à la question: est-ce que ça s'applique à un laboratoire de biologie médicale?
Alors, dans ces référentiels, donc voilà, pour rappel, donc il y a 3 volets. Un volet acteurs de santé, personnes physiques. Donc, en l'occurrence, ça pourrait être effectivement des biologistes, hein, puisque c'est des personnes physiques qui interviennent dans le cadre au sein d'établissements de santé ou dans des laboratoires. Donc, ça peut tout à fait rentrer dans ce cadre. Et puis, les acteurs de santé, personnes morales, ça peut bien entendu être aussi des laboratoires de biologie, d'immunologie. Donc oui, je pense qu'on est bien dans ce cadre. Par contre, on va préciser après en fait le périmètre du référentiel parce qu'il ne s'applique pas à tous les services numériques en santé, uniquement à certains que l'on va préciser dans la suite de cette présentation. Oui, donc la structuration, c'est par rapport à quels sont les utilisateurs des services numériques. Donc, le laboratoire de biologie médicale, il va être impacté par le référentiel pour les personnes physiques quand il va s'agir d'identifier les professionnels qui travaillent dans le laboratoire. Il va être aussi impacté par le référentiel, les volets dédiés aux usagers, quand il va s'agir d'envoyer, par exemple, aux patients les résultats d'une analyse. Donc, en fait, ça ne dépend pas du type de personnalité, de structure des personnes morales. Ça dépend de l'utilisateur du service numérique en santé qu'on est en train sur lequel on va appliquer le référentiel. Oui, tout à fait. Tu fais bien de préciser. Alors, attends, je regarde d'autres questions parce qu'on a encore un petit peu de temps pour prendre des questions. Oui, Elodie, peut-être préciser, le PowerPoint sera transmis aux participants. Il sera téléchargeable, j'imagine, mais est-ce que là, il est envoyé par mail ou... On pourra faire, ce que je vous propose, c'est de faire un mail global à la fin des 3 webinaires autour de l'identification électronique. Comme ça, on vous enverra les 3 replays et les 3 supports. C'est parfait. Donc, je veux une autre question. Le référentiel s'applique-t-il pour une application de santé qui ne permet pas de consulter des données de santé? Plutôt non, le référentiel s'applique effectivement pour les services qui traitent des données de santé. Donc, si vous avez un service numérique, mais qui traite d'autres choses, hein, de choses administratives, hein, de facturation, de choses comme ça, ça ne tombe pas sous le coup de ce référentiel. Il est dédié à l'accès à des services qui traitent des données de santé, sur lesquels on peut consulter, déposer, manipuler des données de santé. Donc, effectivement, dans une structure de santé, il y a des tas d'autres services numériques qui ne sont pas des services numériques en santé, mais qui sont des services numériques administratifs, par exemple, et donc qui ne sont pas concernés à ce moment-là. Tout à fait. On va détailler après le périmètre. Je pense que ça va bien clarifier les choses dans la suite. S'il n'y a pas d'autres questions. S'il y a une question, pour préciser la question sur le laboratoire, cela dépend-il de l'utilisation? Cela dépend de si l'utilisation de l'outil numérique est faite en tant que structure ou personne. Ou ça dépend si l'utilisation, est-ce que c'est un patient qui l'utilise, auquel cas il faut appliquer le référentiel usager. Si c'est un professionnel qui l'utilise, par exemple pour déposer les résultats ou pour consulter les résultats, imaginons que c'est un autre professionnel de santé qui consulte directement sur le laboratoire les résultats, là, il va falloir y appliquer le référentiel de personnes physiques. Et si jamais il y avait, par exemple, des données d'un laboratoire qui transitent vers un autre laboratoire pour envoyer des données à une autre structure, à ce moment-là, il y aura peut-être un lien de type personne morale à personne morale, auquel cas il faudrait appliquer le volet santé acteur de personne morale. Si un autre établissement de santé se connectait au laboratoire pour récupérer les résultats, par exemple. Il faut vraiment voir qui est l'utilisateur. Alors, ceux qui ne sont pas dans l'annuaire, on me pose la question sur les gens qui ne sont pas dans l'annuaire santé. Bon, je crois qu'on le verra après, hein, on en parle, mais en gros, si les personnes ne sont pas dans le RPPS, elles devront utiliser d'autres moyens que ceux délivrés par l'ANS, mais elles sont aussi concernées par le référentiel du moment que ce sont des professionnels de santé. Est-ce que c'est applicable au logiciel autonome dispositif médical, tel que les LAP? Alors, LAP, je ne sais pas ce que c'est, peut-être que Vincent, tu sais. Non, j'avoue que... Mais un dispositif médical, a priori, c'est pas intégré dedans.
C'est-à-dire que là, on parle de services disponibles en API ou sur le web plutôt, quoi. Si c'est un dispositif médical comme une machine d'imagerie, a priori, ce n'est pas dedans. Alors, concernant l'identification et l'authentification des usagers pour la consultation de données médicales, est-il nécessaire d'imposer une authentification de niveau substantiel comme le fournit France Connect Plus? Alors, donc on va y venir. Donc, là, aujourd'hui, c'est pas l'objet forcément de ce webinaire. On est plutôt sur les professionnels de santé, personnes physiques, donc médecins, etc. Mais donc pour les usagers, donc effectivement, ça pourrait être France Connect Plus. Ça fait partie des moyens d'identification électronique qui sont autorisés pour les usagers. Et puis, mais il y en a également d'autres sur lesquels on reviendra lors du webinaire dédié. Alors, est-ce un référentiel au niveau national ou européen? Donc, c'est un référentiel au niveau national. Hein. On s'adresse aux établissements et aux professionnels de santé en France. Par contre, on essaie de se caler sur le référentiel IDAS. Voilà, l'idée, c'est qu'à terme, il puisse y avoir éventuellement des échanges avec d'autres pays européens dans la mesure où on respecte ce référentiel. Est-ce que le référentiel s'applique pour une application DM de rééducation où des données patients sont collectées? On va le voir après, hein, quel est le périmètre. Je pense que mais en gros, ce sont effectivement les services numériques en santé pour lesquels des données patients sont collectées et qui permettent de partager ces données en quelque sorte. Donc, on va voir après plus en détail. Mais donc, oui, si cette application permet le partage ou l'accès à ces données à un niveau national ou territorial, par exemple. Les services de santé au travail manipulant des données de santé, ils sont donc bien concernés. Les services de santé au travail, oui, pour moi, oui, je pense. En pratique, comment se déroule l'identification des professionnels possédant déjà un RPPS? On va le voir après. Ça, on va le voir après, ouais. Enfin, un peu, Et voilà, alors, ouais, je pense que pour une bonne partie des questions, on va y répondre dans la suite des slides. Donc, je propose que peut-être que l'on continue pour rester dans le timing. oui. Et puis, on verra à la fin s'il reste des questions auxquelles on n'a pas répondu dans la suite. Voilà, je te laisse la main pour présenter la suite, peut-être Stéphane. Très bien, j'y vais. Donc là, avant d'attaquer vraiment la présentation des moyens d'identification électronique qui seront autorisés pour s'authentifier, on a quelques planches qui précisent les concepts d'identification électronique, le vocabulaire qu'on utilise et qui le restituent un petit peu afin qu'on s'entende bien ensuite dans la suite de la présentation. Donc, en fait, ces concepts, ils sont reliés au règlement IDAS. C'est-à-dire que le règlement IDAS, qui est paru en 2016, traite de l'identification électronique des personnes physiques ou des personnes morales. C'est ce règlement IDAS qui est derrière le service France Connect et dont la philosophie est reprise par Pro Santé Connect. Donc c'est un règlement européen donc qui permet effectivement de bénéficier d'investissements qui va être placé au niveau européen et qui permettent de garantir l'interopérabilité entre des différents usagers. Et à terme, ça pourra permettre, par exemple, aussi à des usagers, enfin des patients étrangers, de s'authentifier sur des sites de santé publiés par des personnes morales françaises en bénéficiant de leur identité électronique IDAS, par exemple. Donc, c'est le fondement en fait du vocabulaire et des concepts qui se trouvent dans ce référentiel d'identification électronique. Alors, bon, donc quelques définitions. S'identifier, c'est communiquer sur l'identifiant présumé, donc c'est-à-dire donner un login ou un identifiant ou un numéro RPPS qui permet d'identifier cette personne dans un répertoire typiquement
Donc, avec un numéro RPPS, on va avoir le nom, le prénom, la date de naissance de la personne. Donc, on va identifier cette personne. S'authentifier, c'est apporter la preuve que la personne qui donne cet identifiant est bien celle qui est inscrite dans le référentiel pour cet identifiant-là. Donc, prouver qu'on est bien la personne qu'on clame être. Donc, ça, c'est l'authentification. Et quand on parle d'identification électronique, en fait, ça c'est un terme introduit par IDAS. Identification électronique, ça combine les deux, quoi. C'est-à-dire à la fois s'identifier et s'authentifier. Quand j'utilise voilà, une carte CPX, par exemple, eh bien, je fais une identification électronique. Donc à la fois je m'identifie avec le numéro de RPPS qui est dans ma carte, et je m'authentifie en tapant le code PIN de ma carte à puce qui permet de déclencher un mécanisme cryptographique qui prouve que je suis bien le possesseur de la carte. Un autre terme important, c'est le fournisseur d'identité. Donc, c'est une entité qui est en charge d'enregistrer une personne. Et donc, dans l'enregistrement, elle va lui délivrer un identifiant, qui peut être un identifiant qu'elle détermine elle-même ou qu'elle reprend d'un autre répertoire. Et elle lui fournit un moyen d'identification électronique qui lui permettra de s'identifier et de s'authentifier. Donc, un fournisseur d'identité dans le langage IDAS, c'est vraiment une entité qui délivre un moyen d'identification électronique. Donc, il va délivrer... ça peut être un login mot de passe, ça peut être une carte à puce, enfin, quand l'ANS délivre une carte CPX, ça peut être un badge professionnel, ça peut être des moyens qui associent un login mot de passe avec un OTP SMS ou un TOTP. Et donc le fournisseur d'identité, c'est vraiment cette entité qui délivre ce moyen et qui est responsable de la gestion de ce moyen. L'enregistrement de cette personne dans un répertoire, il a pu être au préalable, c'est-à-dire qu'un professionnel de santé, il peut avoir été enregistré au RPPS. Ce n'est pas pour autant que le RPPS ou l'ANS est fournisseur d'identité au titre de gestion du RPPS. C'est vraiment l'entité qui délivre le moyen d'identification électronique qui est un fournisseur d'identité. Ça, c'est le langage IDAS aussi des identity providers qu'on trouve dans les normes et dans les référentiels. Le fournisseur de service, c'est l'entité qui est responsable d'un service numérique et qui s'appuie du coup sur un fournisseur d'identité pour identifier et authentifier ses utilisateurs. Et le fournisseur de service, il est en charge ensuite d'implémenter le contrôle d'accès. Une fois qu'il a identifié une personne, eh bien, il va lui donner des habilitations en fonction de règles qui lui sont propres, hein, de matrice de droit, d'habilitation, de profil, pour donner un contrôle d'accès. Donc le fournisseur de service, il peut faire l'identification électronique lui-même ou il peut reposer sur un fournisseur d'identité, c'est-à-dire par exemple votre service, il va déléguer à ProSanté Connect l'identification électronique du professionnel, et une fois que le service a récupéré l'identité de la personne, après, il va lui donner des droits, ou lui refuser l'accès s'il en a ou pas. Le répertoire d'identité, c'est un annuaire de personnes physiques ou de personnes morales qui intègre des données d'identité de chaque personne, c'est-à-dire typiquement, pour une personne physique est enregistrée dans le RPPS et on va avoir son nom, son prénom, sa date de naissance, sa spécialité, et des attributs de professionnel de santé. Si c'est une personne morale, on va avoir son numéro FINES ou son numéro SIREN, des adresses postales ou électroniques de cette personne morale. Un répertoire sectoriel de référence, c'est un répertoire d'identité qui est dédié à un secteur d'activité. Et donc là, nous, en l'occurrence, c'est la santé. Donc, on va avoir les répertoires sectoriels qui sont les RPPS pour les personnes physiques et le FINES pour la santé. Le répertoire SIREN, c'est aussi un répertoire de personnes morales, mais lui, il n'est pas sectoriel, c'est-à-dire qu'il est intersectoriel en France pour toutes les entités juridiques, privées. Enfin, il y a un sous-ensemble, mais en gros, ça, c'est le numéro SIREN, ce n'est pas un répertoire sectoriel. Le FINES, c'est un répertoire sectoriel. Le répertoire d'identité privée, ça va être un répertoire qui va être établi par une entité. Donc, ça va être typiquement un annuaire LDAP, un annuaire Active Directory qui va être géré par une structure et qui va intégrer l'ensemble des personnels ou des partenaires de cette structure. Et ce répertoire d'identité privée, il va être utilisé typiquement déjà pour les gens qui ne sont pas intégrés au répertoire sectoriel de référence, qui n'ont pas la profession qui leur permet de rentrer au RPPS ni à ADELI, auquel cas ces personnes-là vont être intégrées dans le répertoire d'identité privée pour pouvoir être identifiées et authentifiées avec des moyens qui seront reliés à ce répertoire. Donc, suite à ça, je vous présente ici en gros, un processus générique d'identification électronique. Sur la gauche du schéma, en fait, on voit la partie enregistrement et délivrance du moyen d'identification électronique. On a une personne physique qui s'enregistre auprès d'un fournisseur d'identité.
À l'enregistrement, elle fournit des attributs d'identité, donc typiquement son nom, son prénom, sa date de naissance, peut-être son numéro de téléphone ou son adresse email, sa spécialité. Et donc, elle va être enregistrée dans un répertoire du fournisseur d'identité électronique. Elle va peut-être fournir à ce moment-là un identifiant qui peut être un identifiant RPPS ou qui peut être un identifiant qui va être affecté par le fournisseur d'identité. Le fournisseur d'identité va généralement aussi construire un identifiant privé à cette personne à côté du numéro RPPS, par exemple un numéro d'identifiant de la base de données ou de l'annuaire LDAP qui va simplement identifier la personne dans une base. Et le fournisseur d'identité est chargé de délivrer un moyen d'identification électronique à la personne physique. Donc une fois qu'elle a enregistré dans sa base, elle lui donne donc un moyen qui peut être un badge professionnel, qui peut être simplement un login mot de passe, qui peut être un moyen, une clé USB, enfin des moyens d'identification électronique qui vont permettre de l'authentifier plus tard. Et le fournisseur d'identité, du coup, ayant identifié la personne, ayant délivré ce moyen, elle saura faire le lien entre les deux. Et quand la personne va s'authentifier, on saura dire qui c'est. À droite, on a le fournisseur de service qui, du coup, donc lui, il est responsable d'un service numérique. Et ce fournisseur de service cherche à identifier et authentifier les personnes qui se connectent à ce service. Donc là, on parle des acteurs de santé, personnes physiques. Donc le professionnel de santé se connecte au service numérique et il va utiliser son moyen d'identification électronique pour s'authentifier sur les fournisseurs de services. Et en général, cette opération d'authentification, elle se passe sur une interface qui est mise à disposition par le fournisseur d'identité. Pas tout le temps, mais typiquement ProSanté Connect, le professionnel de santé, pour s'identifier, il va être déporté depuis le service numérique vers l'interface de connexion de ProSanté Connect. Et là, il va rentrer les informations demandées pour s'authentifier. Bon, ça peut être aussi, si c'est simplement un certificat, ça pourra se faire directement sur le service numérique sans forcément intégrer les fournisseurs d'identité, ou si c'est un login mot de passe. Là, en général, en gros, on n'a pas besoin de faire intervenir une IHN spécifique, mais ça peut être en SSO, par exemple. Donc là, on a la distinction des fournisseurs de services qui délèguent aux fournisseurs d'identité l'identification électronique de l'usager, enfin de l'utilisateur, donc là, du professionnel. Et une fois que le fournisseur de service a obtenu l'identité de l'utilisateur, soit dans le moyen d'identification électronique, on a déjà donné toutes les informations dont il a besoin, il a le nom, le prénom, la spécialité du professionnel, ou alors il va aller contacter un répertoire sectoriel de référence pour obtenir des informations complémentaires. Par exemple, voilà, si ma carte CPX va juste me donner le numéro RPPS, mais que je ne suis pas certain des autres informations qui sont à l'intérieur de la carte, le service numérique, il va aller consulter le répertoire RPPS pour avoir les informations à jour sur le professionnel. Donc ça, c'est une opération optionnelle qui peut être faite pour compléter les informations qui ont été obtenues par l'identification électronique, selon ce que ce moyen fournit comme information. Est-ce qu'il fournit juste un identifiant ou est-ce qu'il fournit des propriétés supplémentaires? Avec ProSanté Connect, la réponse qui est renvoyée par le service, elle contient l'ensemble des informations qui sont dans l'RPPS, et donc ce n'est pas la peine d'aller réinterroger le RPPS. Si c'est une carte CPX, là, il va falloir interroger le RPPS pour avoir des données à jour, si on veut avoir des données à jour. Donc ça, c'est le schéma général de l'identification électronique qui fait apparaître le rôle du fournisseur d'identité et du fournisseur de services. Donc, quelques précisions sur ce processus. Donc, le fournisseur d'identité, en fait, il peut être externe au fournisseur de services. Donc, par exemple, voilà, une structure a un service numérique et fait appel à ProSanté Connect. Donc, la ProSanté Connect, c'est le fournisseur d'identité et le service numérique, il est juste utilisateur de ProSanté Connect. Le fournisseur d'identité peut aussi délivrer son propre MIE et du coup, le fournisseur de service peut être son propre fournisseur d'identité. Donc, typiquement, si c'est une structure de santé, un établissement de santé qui délivre un badge d'identification à ses personnels, à ce moment-là, la structure de santé est son propre fournisseur d'identité. Ou si une application permet de créer des comptes à des utilisateurs, de leur délivrer des logins mots de passe et éventuellement d'enregistrer un numéro de téléphone pour faire un OTP SMS ou leur délivrer un moyen TOTP, à ce moment-là, cette application, ce service, par exemple, ce service SaaS, il est à la fois fournisseur de service et fournisseur d'identité. Donc, du coup, voilà, ça peut dépendre des cas de figure. Donc, j'ai mis quelques exemples en dessous.
l'ANS qui délivre la carte CPS ou la carte ICPS, ou la ICPS, qui n'est pas une carte, ICPS, c'est un fournisseur d'identité à destination des professionnels de santé. Il y a d'autres fournisseurs d'identité qui pourraient proposer d'autres moyens d'identification électronique qui seraient compatibles avec ce référentiel et qui, du coup, pourraient être utilisés par des professionnels de santé en dehors des moyens ANS. Quand une structure de santé crée des comptes dans un annuaire, voilà, en fait, elle est fournisseur d'identité et elle délivre un moyen d'identification électronique qui est le mot de passe, par exemple, de ce service. Si une structure délivre un badge, elle est fournisseur d'identité. Une application de santé qui est autonome, qui ne se connecte pas à un annuaire, qui ne se connecte pas à un SSO, et ben, elle va gérer ses propres comptes, donc elle va être son propre fournisseur d'identité. Ça veut dire que c'est cette application-là qui va devoir s'assurer de respecter les règles qui concernent typiquement la force des mots de passe, la longueur des mots de passe, le renouvellement des mots de passe, le changement de mot de passe. L'application devra s'en charger elle-même parce qu'elle est son propre fournisseur d'identité. Alors que si elle délègue ça à une autre service, et ben du coup, c'est le fournisseur d'identité qui va devoir gérer ces règles. Donc, du coup, il y a une répartition des exigences dans ce référentiel qui porte soit sur les fournisseurs d'identité, soit sur les fournisseurs de services. Quand on a un service qui est proposé en mode SaaS, donc imaginons un service proposé en SaaS à des médecins, soit il authentifie les professionnels avec la carte CPS ou la ICPS, auquel cas ce service SaaS fait appel à un fournisseur d'identité externe, ou alors il délivre ses propres moyens d'identification et auquel cas il est son propre fournisseur d'identité. Donc dans le référentiel, il va falloir voir dans quelle position est chaque service et pour identifier quelles sont les exigences qui portent sur lui et s'assurer que le fournisseur d'identité auquel il fait appel, il respecte bien les exigences qui sont propres à ce référentiel. Et là, je rajoute un autre processus qui est l'identification électronique indirecte. Donc là, jusqu'à maintenant, en fait, j'ai parlé d'un service qui identifiait directement l'utilisateur de ce service-là, donc à travers une chaîne de connexion. Donc il y a des cas en fait où le service numérique en santé, il n'est pas appelé directement par la personne physique, mais en fait il est sollicité par un autre service numérique qui lui-même est utilisé par une personne physique. Donc là, on a le service numérique en santé à droite qui lui doit implémenter le référentiel d'identification électronique. Et ce service numérique en santé, il est appelé par une autre application, donc que j'ai appelée ici l'appelant, qui est une application qui peut être interne, qui peut être en sous-traitant, qui peut être en service en ligne. Cet appelant lui-même a identifié une personne physique utilisatrice. Et donc, ce service numérique en santé à droite, s'il doit délivrer un service, une opération ou donner des données, fournir des données à cette personne physique, il doit s'assurer que la personne physique qui sollicite cette action, elle est correctement identifiée avec le bon niveau de sécurité. Et auquel cas, là, on appelle ça une identification électronique indirecte, c'est-à-dire que le service numérique en santé, il repose sur l'appelant pour savoir qui s'est connecté. Et donc là, le service numérique en santé, il doit s'assurer que l'appelant, il a correctement identifié l'utilisateur de ce service-là pour faire confiance à cette identification et du coup de fournir les habilitations, les accès qui sont reliés à cette identification. Donc le service numérique en santé va devoir en fait aller s'assurer que le service appelant respecte bien le référentiel d'identification électronique. Et pour ça, il pourra par exemple s'appuyer sur un engagement de sécurisation de l'identification électronique, qui est un document qui est demandé par ce référentiel et qui permet à une structure de décrire la façon dont elle identifie ses utilisateurs. Et donc là, elle pourra décrire s'ils sont identifiés uniquement par un moyen factoriel type carte CPS, ou si c'est un moyen qu'elle a implémenté elle-même, et du coup décrire ce moyen pour que le service numérique en santé puisse accorder ou pas la confiance à cette identification électronique. Donc par exemple, les appels au téléservice INSI sont faits par des applications qui identifient les professionnels. Et donc le téléservice INSI, lui, il
il se base sur l'identification électronique qui est faite par le service appelant et il a besoin de savoir comment sont identifiés ces professionnels par le service appelant. Donc l'identification électronique indirecte, c'est autorisé par le référentiel, mais le service numérique en santé doit obtenir les garanties nécessaires pour s'assurer que le professionnel est correctement identifié. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ces parties-là? J'imagine que oui. J'ai vu les questions passer. Je ne sais pas, Vincent, si... Alors, j'ai essayé de répondre à un certain nombre de questions dans le chat. Alors, je vais énumérer celles auxquelles je n'ai pas répondu. Bonjour, comment font les FFI faisant fonction interne en cours de validation d'une spécialité non inscrite à l'ordre? Y a-t-il bien une CPF? Alors, je ne sais pas ce que sont les FFI. C'est faisant fonction d'interne, j'imagine. Voilà. Mais bon, ça, il y a peut-être des cartes CPF, je sais pas exactement. En tout cas, ce qui est clair, c'est que elles devront s'identifier électroniquement de façon conforme au référentiel. Et donc, soit elles disposent d'un moyen d'identification électronique qui est délivré par l'ANS, type une carte CPF, soit à ce moment-là, le responsable du service, il devra mettre en œuvre un moyen d'identification électronique conforme au référentiel et le délivrer lui-même ou s'appuyer sur un fournisseur d'identité externe. Donc, en fait, voilà, il n'est pas exclu parce que l'ANS ne lui fournirait pas de carte. Si l'ANS ne lui fournit pas de carte, eh bien, il va falloir lui délivrer le moyen conforme par une autre solution. Alors, voulez-vous dire que l'on n'est pas tenu d'utiliser obligatoirement ProSanté Connect pour identifier des professionnels de santé dans une application développée par un éditeur? Alors, on va y venir après, mais en fait, donc ProSanté Connect, il sera obligatoire de l'avoir implémenté donc, pour les services numériques en santé qui font partie du périmètre à partir du 1er janvier 2023. Par contre, ce n'est pas forcément la solution unique qui devra être utilisée pour l'authentification. Ça pourra être en complément, on pourra proposer d'autres moyens d'identification électronique sur lesquels on va en revenir un peu plus loin. Alors, existe-t-il une possibilité de se connecter pour les faisant fonction interne en cours de validation d'une spécialité non inscrite à l'ordre? Existe-t-il une CPF formation? Merci. Ça, je pense qu'on y a répondu juste avant, non? Ou je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. En cours de ah oui, c'est la question, c'est s'ils sont en cours de validation d'une spécialité. Alors, je ne saurais pas répondre à cette question-là. C'est pas vraiment l'objet du référentiel en fait. Il faudrait valider ce point-là, mais il me semble qu'ils doivent pouvoir avoir une CPF, effectivement, qui du coup rentre dans les cartes dont on a parlé ici et qui sont autorisées pour assurer l'identification électronique. Alors, dans le cas indirect, donc l'authentification indirecte, le service numérique en santé n'a pas de connaissance sur la personne physique. Alors, ça peut être le cas. Donc, là, en fait, c'est le service numérique en santé qui décide des garanties qu'il va demander pour assurer, pour permettre l'accès au service numérique. Donc, ça pourra être, donc, il pourra demander juste par exemple le numéro RPPS de la personne qui s'est connectée. Donc là, il aura voilà, une information sur la personne physique. Il pourra aussi demander éventuellement un jeton, par exemple, si la personne s'est authentifiée avec ProSanté Connect, il pourra demander par exemple le jeton OpenID Connect qui va contenir en fait toutes les informations qui concernent cette personne et qui donc a voilà, une valeur de garantie aussi par rapport au moins on est sûr que la personne est bien au RPPS. Alors, pouvez-vous réexpliquer l'authentification électronique alors, indirect, en fait, ce qu'on a expliqué dans l'indirect, c'est juste qu'en fait, on se connecte à une application
qui elle-même va accéder à une autre application. Si je prends un exemple, ça peut être un professionnel de santé qui se connecte à une application au sein d'un GHT, par exemple, et cette application va, par exemple, uploader des documents dans le DMP. Voilà, ça c'est une authentification électronique, une identification électronique indirecte, puisque en fait pour le DMP, voilà, c'est l'application intermédiaire qui se connecte et donc il demande donc, dans le cadre du DMP notamment des informations très précises sur la personne qui va se connecter afin de tracer les accès au DMP. Alors, on ne peut pas demander aux établissements de santé de se substituer à l'État. Alors, je pense que là, il y a une incompréhension. En fait, on demande juste en fait aux services numériques en santé qui donnent des accès à juste lorsque c'est possible d'utiliser l'identifiant RPPS ou ADELI s'il s'agit d'une profession qui n'est pas couverte par le RPPS ou ADELI. Et voilà, si ce n'est pas possible, on y viendra après, mais c'est un identifiant, ça sera un identifiant privé. Plusieurs systèmes d'authentification coexisteraient dans un même logiciel. Oui, en fait, on peut avoir, pour se connecter à un service numérique en santé, plusieurs possibilités d'accès. Par exemple, lorsque l'utilisateur va se connecter à ce service numérique, il pourra choisir de s'authentifier avec ProSanté Connect ou de s'authentifier avec un autre moyen d'identification électronique. Et donc, il pourra choisir ce moyen, tant que ces moyens sont autorisés dans le référentiel d'identification électronique. Pouvez-vous me confirmer que le fait d'utiliser une carte de la famille CPX pour l'authentification répond de ce fait au référentiel? Oui, tout à fait. Les cartes, on va y venir un peu plus loin, mais tout à fait, toutes les cartes de la famille CPX, on demandait tout à l'heure ce que ça voulait dire CPX, mais ça veut dire en fait toutes les cartes telles que CPS, CPE, CPA, etc. Voilà, toutes les cartes qui sont distribuées par l'ANS peuvent être utilisées pour réaliser cette authentification. Et donc, c'est autorisé dans le référentiel. Alors, je regarde les autres questions. Pourriez-vous préciser les mesures minimales à prendre pour le 1er juin 2022? On va y venir hein, dans la partie suivante. Oui. Alors là, une question que je ne comprends pas. Est-ce que l'évolution de la PGSSIS tend à authentifier les professionnels de santé directement lors de leur connexion sur leur poste de travail? En fait, l'idée, c'est pour ça qu'on demande aux services numériques en santé d'implémenter ProSanté Connect. L'idée, c'est que pour le professionnel de santé, lorsqu'il choisit d'utiliser ProSanté Connect pour se connecter, son parcours soit facilité ensuite. Donc, on pourrait imaginer qu'il se connecte sur son poste de travail. Ça pourrait être à l'avenir quelque chose qui pourrait être mis en place. Il y a eu par exemple une démonstration qui a été faite lors du salon Santexpo à ce sujet. Donc c'est une possibilité. Et donc après, l'idée c'est que une fois authentifié sur ProSanté Connect, il n'est plus à se réauthentifier puisque à chaque fois qu'il va utiliser un service numérique en santé qui fait partie du périmètre de ce référentiel, il pourra. C'est le jeton de ProSanté Connect qui sera utilisé pour réaliser l'authentification. Alors, je propose peut-être qu'on passe à la suite parce que c'est vrai qu'on on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Je pense que ça va répondre à beaucoup de questions et puis on reviendra après sur les questions auxquelles on n'aurait pas répondu.
voilà, pour qu'on soit sûr de pouvoir balayer tout le sujet qu'on a prévu de voir aujourd'hui. Donc, maintenant, si on regarde les moyens d'identification électronique qui sont autorisés pour les acteurs de santé, personnes physiques. Alors, ça, c'est très important. Il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Donc, sur le périmètre, donc, on parle de services sensibles dans le référentiel d'identification électronique. Donc, en fait, ce que l'on définit comme services sensibles, et donc qui sont sujets au référentiel d'identification électronique, ce sont tous les services qui traitent des données de santé à caractère personnel, au sens du RGPD. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est l'une des conditions. Et la deuxième condition qui doit être vérifiée, c'est qu'il fasse partie de l'un des 4 cas que je vais énumérer ci-dessous. Donc, soit il s'agit d'un service partagé, c'est-à-dire c'est un service qui dépasse le cadre d'une personne morale, une structure par exemple, ou qui a une dimension donc nationale ou territoriale. Donc, en clair, ce sont des services qui visent à permettre des accès, d'échanger des données ou d'accéder à des données à un niveau national ou territorial. Donc, si je prends des exemples, ça va être le DMP, par exemple, le dossier médical partagé. Le téléservice INSI, qui permet d'obtenir l'identifiant des usagers, les plateformes d'e-parcours, le dossier pharmaceutique. Voilà, tout ça, ce sont des exemples de services partagés. Après, donc, on a par transitivité les services numériques qui intègrent des services partagés. Donc, ça peut être le cas d'un dossier patient informatisé, par exemple, qui permettrait un accès au DMP pour y téléverser un certain nombre d'informations. Ça peut être des systèmes de gestion de laboratoire, par exemple, des systèmes d'information de radiologie. Voilà, ça, ce sont quelques exemples, mais ce n'est pas limitatif, hein, bien sûr. Ensuite, ce sont donc les services qui proposent un accès web externe au système d'information, donc soit pour les professionnels d'un établissement, donc voilà, c'est un usage qui tend à se généraliser, notamment avec la généralisation du télétravail, mais ça peut être aussi pour les accès des professionnels de santé qui sont les correspondants de ville. Et enfin, donc, si on ne rentre pas dans ces 3 catégories, il peut s'agir aussi de services numériques en santé qui n'ont pas vocation à être partagés de cette façon, mais qui par contre intègrent des données, des traitements qui sont faits à grande échelle. Donc, c'est le cas si par exemple le nombre de patients dont les données sont traitées de façon annuelle dépasse 10 000 patients par an, ou s'il y a un grand nombre de professionnels de santé qui sont amenés à s'authentifier à ce service. Voilà, donc tout ça, c'est repris dans le référentiel. Et donc, voilà, tous les services qui rentrent dans cette définition-là, donc données de santé à caractère personnel, au sens du RGPD, manipulées, et l'un des 4 cas que j'ai listés ci-dessous, ils doivent mettre en œuvre les mesures qui sont décrites dans le référentiel d'identification électronique. Donc là, si on regarde le calendrier, voilà, pour donner un aperçu global, donc on a 4 possibilités différentes de moyens d'identification électronique qui seront valables au-delà du 1er janvier 2026. On va les décrire ensuite une par une, hein. Je vais passer là-dessus après. Mais il y a aussi donc, des moyens d'identification électronique dits de transition, c'est-à-dire des moyens qu'on va autoriser entre le 1er juin 2022 et le 1er janvier 2026 pour laisser le temps aux services numériques en santé d'aller vers l'une des 4 lignes qui sont énumérées au-dessus. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail des moyens d'identification électronique. Avant ça, donc j'en ai parlé tout à l'heure, mais il est important de préciser que ce qui est notifié aussi dans le référentiel d'identification électronique, c'est que les identifiants des acteurs de santé, personnes physiques, qui sont utilisés
doivent être en priorité l'identifiant RPPS. Donc, s'il existe pour la personne à identifier, il faut l'utiliser parce que c'est l'identifiant sectoriel. Donc, c'est un identifiant qui est propre au secteur de la santé et qui permet d'identifier ce professionnel de santé en tant que, pour le métier qu'il exerce. Et donc lorsque cette personne, par exemple, ne fait pas encore partie du RPPS, le répertoire partagé des professionnels de santé, il y a un certain nombre de professions qui sont en train de migrer vers ce RPPS, mais ceux qui n'y sont pas encore. Donc, ces professions, elles ont, dans de nombreux cas, un identifiant ADELI qui peut être utilisé également de façon transitoire jusqu'à ce que ces professions intègrent le RPPS. Et puis, dans le cas où aucun de ces identifiants n'existe pour la personne à authentifier, on va pouvoir utiliser un identifiant privé pour ces personnes, donc qui pourra être par exemple un matricule attribué par les RH, par le système d'information des RH, ou un identifiant LDAP, par exemple. Donc, concrètement, c'est ce que ça pourrait être un identifiant repéré dans l'Active Directory de la structure. Donc ensuite, maintenant, on va décrire un petit peu les moyens d'identification électronique qui peuvent être utilisés. Donc on a tout d'abord les ProSanté Connect. J'en ai parlé, mais c'est une implémentation qui est imposée pour tous les services sensibles, donc les services dont j'ai décrit le périmètre précédemment, à partir du 1er janvier 2023. ProSanté Connect, il prend en charge à la fois la carte CPS, on peut utiliser la carte CPS ou toutes les cartes de la famille CPS, ou l'ICPS, qui est la version virtualisée de cette carte. Donc ça, on pourra l'utiliser. Dans le cas de l'ICPS, ça nécessite d'avoir un appareil mobile compatible, puisqu'on est sur une CPS virtualisée, en fait. Et donc, l'avantage de ProSanté Connect, c'est qu'il fournit l'ensemble des données du répertoire sectoriel de référence pour le professionnel de santé identifié. Donc, en fait, ça simplifie la tâche pour le service numérique en santé de passer par ProSanté Connect lorsque c'est possible, puisqu'il va assurer, c'est un fournisseur d'identité qui va faire le travail d'identification électronique pour le service numérique en santé en lui transmettant toutes les données qui concernent le professionnel de santé. Et puis, ProSanté Connect peut être complété à terme par d'autres moyens d'identification électronique. Aujourd'hui, c'est la CPS et l'ICPS, mais on ne s'interdit pas de progressivement intégrer d'autres dispositifs d'authentification pour utiliser ProSanté Connect. Et donc les cartes, carte CPX, c'est toutes les cartes en fait, donc CPS, CPE, CDE, CPA, CDA, CPF, donc toutes ces cartes-là sont éligibles, donc telles qu'elles sont utilisées aujourd'hui, donc elles peuvent continuer à être utilisées, il n'y a pas de problème, même au-delà de 2026. Et donc là, dans ce cas, c'est le service numérique qui est chargé de récupérer les données du professionnel de santé sur la base de l'identifiant qui lui est fourni par la carte. Et donc un service numérique doit choisir s'il accepte ou non les cartes qui ne sont pas nominatives, puisqu'il y a certaines cartes, type CPE, qui peuvent ne pas être nominatives. Donc ça, c'est au choix du service numérique qui aura analysé les risques pour faire ce choix. Et enfin l'utilisation de la puce sans contact, puisque sur les cartes de nouvelle génération, il existe une puce sans contact qui permet par exemple de s'authentifier juste en badgeant. Évidemment, puisqu'il y a juste, il n'y a pas de code PIN dans ce cas, on ne peut pas considérer que c'est suffisant pour
dans le cadre de l'utilisation de la carte CPX, et donc il faudra qu'il y ait en plus un deuxième facteur, qui pourrait être par exemple un mot de passe, quelque chose comme ça. Et donc dans ce cas, il va falloir réaliser une homologation sur laquelle on va expliquer un peu plus loin en quoi consiste cette homologation. Voilà, mais je te laisse la parole, Stéphane, pour expliquer cette partie. Très bien, je reprends. Je répondais à certaines questions. Donc, je reprends. Donc là, on arrive sur les moyens d'identification électronique homologués. Et donc, dans l'idée, ces moyens d'identification électronique, ce sont des moyens qui sont construits, qui sont développés par une structure pour les délivrer à ses propres personnels ou ses propres utilisateurs. Et donc l'idée, c'est que comme elle les construit, il va falloir que cette structure, quelque part, prouve ou s'assure et prouve qu'ils remplissent effectivement le niveau de sécurité, satisfont le niveau de sécurité minimal que l'on veut obtenir. Et donc, l'idée, c'est de faire une homologation de ces moyens d'identification électronique. Donc, on parle d'homologation de sécurité telle que la NSSI l'a décrite, c'est-à-dire une structure qui réalise une analyse de risque de ce moyen d'identification électronique, c'est-à-dire ce moyen en lui-même, comment j'enregistre les personnes qui vont détenir ce moyen, comment je gère ce référentiel d'identité, comment je m'assure qu'il est bien à jour, que je le maintiens au cours du temps, quel est le type de moyen que je donne et est-ce que ce moyen il est sûr, quoi. Est-ce que il est bien à deux facteurs, est-ce qu'il n'y a pas des moyens des vulnérabilités qui existent sur ce moyen. Donc l'idée c'est de faire une analyse de risque du moyen d'identification électronique et du système d'information, parce que voilà, c'est bien d'avoir un moyen qui soit robuste, mais il ne faut pas que derrière on puisse facilement aller rajouter des choses dans un répertoire ou intervenir à certains endroits pour par exemple, intercepter des informations sensibles, des choses comme ça. Donc il faut quand même vérifier que pas uniquement le moyen en lui-même, mais tous les systèmes qui permettent sa gestion sont effectivement sécurisés. Donc l'analyse de risque permet de se poser des questions et d'établir les mesures de sécurité qui vont permettre de s'assurer qu'on est toujours dans des conditions de sécurité satisfaisantes. C'est de faire un audit de conformité de ce moyen, et par rapport à quoi? Par rapport au référentiel européen d'exigence pour les identités électroniques de niveau substantiel. C'est-à-dire que dans le règlement IDAS, le règlement IDAS définit les identités électroniques de niveau faible, substantiel et élevé, comme a présenté Vincent au début. Et ensuite, il y a des référentiels qui donnent des exigences que doivent satisfaire un moyen d'identification. Et il y a 3 niveaux donc, qui correspondent à chacun des niveaux des identités. Et donc, il y a, pour le niveau substantiel, un ensemble d'exigences qui disent par exemple qu'il faut faire un enregistrement fiable en face à face ou équivalent, qu'il faut avoir un moyen d'identification de 2 facteurs, qu'il faut pouvoir le révoquer, qu'il faut le renouveler régulièrement. Donc, un ensemble et puis aussi même des mesures organisationnelles sur les procédures et le personnel et les infrastructures qui permettent de gérer ce moyen. Et donc ces exigences-là, elles se trouvent dans un référentiel européen qu'on pointe dans le référentiel d'identification électronique, qui donne un certain nombre d'exigences. Et donc l'idée, c'est de faire que les structures fassent un audit de leurs moyens par rapport à ce référentiel. Donc, un audit, ce n'est pas forcément un audit par une entité tierce, ça peut être un audit interne, mais c'est au moins de se poser des questions en face de chaque exigence, de vérifier que vous êtes bien conforme au référentiel de niveau substantiel. Et ensuite, plus spécifiquement sur le moyen d'identification électronique, sur le dispositif que l'on remet à la personne physique, faire une évaluation technique de la sécurité du dispositif, c'est-à-dire s'assurer que si on donne une carte, un badge avec une carte à puce, si on donne une clé USB, est-ce que ce moyen-là, il est vraiment sûr? Et donc, l'idée, c'est de vérifier, de s'assurer que ce dispositif n'est pas vulnérable. Et donc là, l'idée, c'est de reposer sur des études qui ont déjà été faites. Typiquement, vous utilisez un moyen qui a été validé par l'ANSSI au travers d'une CSPN, ou vous utilisez une carte à puce qui a été certifiée, ou vous utilisez une clé FIDO 2, qui a été certifiée FIDO 2. Et donc, voilà, vous pouvez avoir un niveau de confiance
satisfaisant sur ce moyen-là. Il n'est pas, voilà, pas n'importe quoi qui pourrait avoir des vulnérabilités, puis vous retrouvez ensuite avec des milliers de moyens qu'il faudrait remplacer dans l'urgence parce qu'on découvrirait une grosse faille. Donc avec cette analyse de risque, cet audit de conformité et cette évaluation technique, ça permet à une structure en fait de prononcer une homologation de son moyen d'identification électronique. Et donc c'est une auto-homologation, c'est pas une homologation qui est faite par un tiers, c'est vraiment la structure qui homologue son moyen. Enfin, en tout cas, le moyen qu'elle autorise sur le service numérique dont elle est responsable. Donc, quand ce n'est pas un moyen certifié IDAS ou ce n'est pas un moyen délivré par l'ANS. Et une fois que ce moyen a été homologué, le fournisseur de service est tenu de communiquer à l'ANS sa décision d'homologation avec les documents que l'on cite, analyse de risque, audit de conformité et évaluation technique. De façon à ce que l'ANS, quand même, ait une preuve que la sécurité est effectivement satisfaite. Donc, des exemples de ces moyens d'identification électronique homologués, c'est une carte à puce, donc un badge professionnel que vous délivrez, donc un hôpital ou une grosse structure délivrée à son personnel. Ça peut être une clé de type FIDO2, ou ça peut être une application mobile, par exemple General Noté OTP, donc qui serait un petit peu l'équivalent d'un Pro Santé Connect, mais que par exemple vous pourriez donner à des personnes qui ne sont pas éligibles à Pro Santé Connect. Donc ces moyens, ils peuvent être remis soit pour compléter un moyen factoriel, soit parce que les personnes ne peuvent pas en bénéficier. Et donc voilà, là l'idée typiquement, si c'est une carte à puce, c'est une clé FIDO2, bon, la clé FIDO2, elle aura effectivement une évaluation technique qui dira qu'elle est conforme au standard FIDO2 et on va l'accepter. Et voilà, il faudra homologuer, faudra s'assurer que la délivrance de cette clé, le renouvellement de la clé, la gestion du répertoire, elles sont conformes au référentiel de niveau substantiel. Donc, l'idée, c'est qu'à la fin, effectivement, on a vraiment un dossier qui permet d'affirmer et de contrôler que le moyen d'identification électronique, il a effectivement atteint le niveau IDAS substantiel que l'on vise pour tout accès à des données de santé par un professionnel. Donc ce moyen, en fait, l'homologation, elle est requise, elle sera obligatoire à partir de 2026. C'est-à-dire que là, il y aura des moyens de transition. Dans l'idée, typiquement, au départ, vous aurez un moyen de transition. Votre carte à puce, votre clé FIDO2, votre application mobile, votre TOTP, ce sera un moyen de transition à partir du 1er juin 2022. Et en fait, vous avez 4 ans pour dérouler cette homologation de façon à ce qu'en 2026, le moyen de transition n'est plus autorisé, mais vous avez un moyen qui maintenant est homologué, dont vous vous êtes assuré de la sécurité. D'autres moyens qui sont utilisables, c'est des moyens d'identification électronique certifiés IDAS. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser un moyen qui existe sur le marché, de l'approvisionner pour les utilisateurs de vos services, et on se base sur leur certification IDAS au niveau substantiel, pour être sûr de leur sécurité. Et donc, ces moyens-là, ils ont soit été notifiés au niveau européen, soit ils ont été uniquement certifiés en France par l'ANSSI, parce qu'on pourrait avoir des moyens d'identification électronique distribués en France, qui n'aient pas vocation forcément à être notifiés au niveau européen, mais qui auraient été validés, évalués par l'ANSSI comme étant de niveau substantiel. Donc là, la preuve de niveau substantiel, elle est toute trouvée. Par contre, dans le cadre d'une identification électronique de personnes, d'acteurs de santé et personnes physiques, on ne voudrait pas que les personnes soient amenées à utiliser un moyen d'identification personnel. C'est-à-dire qu'actuellement, on est habitué, certains d'entre vous sont habitués à utiliser le service France Connect pour se connecter à des services de santé ou des services comme type les impôts. Par contre, là, ces services-là, pour l'instant, ils sont de niveau faible, déjà, les France Connect qu'on utilise actuellement, en général, et ils sont à titre personnel. On voudrait éviter que les professionnels soient obligés d'utiliser des niveaux personnels, donc on voudrait que ce soit des moyens qui soient effectivement conçus pour des professionnels. Donc, actuellement, il n'y en a pas encore, mais il y a plusieurs candidats qui sont en train de monter des projets de délivrance de certificats, de délivrance de moyens d'identification électronique de niveau substantiel pour des professionnels, donc que devront acquérir un établissement de santé, mais qui là seront utilisables et qu'il va falloir combiner. Si ces moyens-là ne sont pas directement associés au RPPS, ça dépend si c'est un acteur de santé qui le met ou si c'est un acteur plus transverse,
Si c'est le numéro RPPS n'est pas directement dans ce moyen, il y aura la possibilité pour le lecteur, enfin pour la structure, elle, d'enregistrer le numéro RPPS associé à ce moyen-là pour faire ce lien et du coup obtenir effectivement l'identité du professionnel de santé avec son numéro RPPS quand il le faut. Et donc d'utiliser un moyen, même s'il n'a pas été prévu spécifiquement pour la santé, mais l'important c'est qu'il soit prévu pour un cadre professionnel. Donc là, actuellement, en fait, au niveau substantiel en France, il n'existe que identité numérique de la Poste. Et c'est un moyen qui est de niveau pour les particuliers, donc il n'est pas utilisable actuellement. Donc ça sera pour un usage futur. Mais il est quand même important de d'ouvrir la porte à ce genre de moyens qui devraient apparaître dans les années à venir quand les usages vont augmenter, en fait. Maintenant, on en vient aux moyens d'identification électronique de transition. Donc, ce sont les moyens qui seront utilisables à partir du 1er juin 2022 jusqu'au 1er janvier 2026 et qui doivent en fait satisfaire un ensemble minimal d'exigences de sécurité sans pour autant être de niveau substantiel. Donc, ces moyens-là, en fait, soit ils devront être abandonnés en 2026, soit ils devront avoir été homologués pour pouvoir être utilisés au-delà du 1er janvier 2026. Les mesures minimales de sécurité qui sont exigées, c'est d'une part de vérifier l'identité des personnes à l'enrôlement, avoir une preuve de cette vérification d'identité, donc soit qu'elle a été faite en face à face par un personnel, enfin typiquement un bureau des badges, un bureau de sécurité, soit qu'elle a été faite en ligne par des transmissions de copies de pièces d'identité, soit qu'elle a été faite en ligne à travers des services type ProSanté Connect ou carte CPS, une identification initiale qui permet de délivrer un moyen d'identification qui ensuite est réutilisé sans avoir besoin de réutiliser la carte CPS ou le ProSanté Connect. Donc une vérification d'identité initiale à l'enrôlement, des mesures dans le référentiel qui sont décrites sur la gestion de ce référentiel, enfin simplement qu'il soit géré correctement, qu'on gère les départs des personnes, qu'on gère le changement d'affectation, qu'on évite que n'importe qui puisse écrire dedans. Enfin, c'est des mesures de sécurité de base. Ce moyen, il doit être un moyen d'identification à 2 facteurs. Alors, le simple mot de passe n'est pas autorisé, sauf pour un accès local. C'est-à-dire que quand un professionnel de santé se connecte directement sur un poste de travail d'un établissement de santé, il pourra toujours utiliser un mot de passe seul, avec des règles de complexité de mot de passe et de restriction d'accès au compte si jamais il y a trop de mots de passe faux qui sont rentrés ou des choses comme ça. Mais le mot de passe seul, donc le un facteur à mot de passe, est toujours utilisable en local sur le SI de la structure. Ce qui laisse le temps en fait aux structures de construire un moyen d'identification à 2 facteurs. Ce moyen à 2 facteurs, il est quand même exigé quand c'est un accès à distance. Donc un accès depuis une autre structure ou un accès en télétravail typiquement ou en astreinte. Au SI de l'hôpital depuis le domicile du professionnel, là, on exige une authentification à 2 facteurs. Donc, soit que le moyen est à 2 facteurs, soit que la personne passe par un VPN, par exemple, et pour ouvrir le VPN, elle devra avoir une authentification de facteurs, soit qu'elle passe par un système SSO qui demandera un 2 facteurs. Donc, ce n'est pas forcément l'application qui demande d'authentification à 2 facteurs, mais globalement, le professionnel doit être identifié avec 2 facteurs pour pouvoir accéder à l'application de santé. Donc, peut-être que c'est le VPN qui le fait, peut-être que c'est le SSO au-dessus, mais il faut 2 facteurs à distance pour qu'on élimine les connexions à distance avec juste un mot de passe. Par contre, le mot de passe restera utilisable quand on est connecté en direct au local. Évidemment, ça, c'est une mesure qui est prise pour éviter les accès frauduleux, parce qu'une fois qu'ils sont à distance, ils peuvent venir de n'importe où. Et donc là, le risque de sécurité est vraiment important. Il y a des mesures de sécurité associées, donc typiquement le renouvellement du mot de passe qui doit être régulier, ou la possibilité aussi de révoquer le MIE, c'est-à-dire de déclarer la perte de ce moyen de façon à ce qu'il soit plus utilisable pour se connecter par quelqu'un qui aurait trouvé ou volé ce MIE. Donc ça c'est une mesure de sécurité importante pour éviter les accès frauduleux par quelqu'un qui emprunterait le moyen d'une autre personne. On a aussi prévu dans le référentiel, à titre transitoire, la possibilité de se réauthentifier avec un seul facteur sur un service sur lequel le professionnel s'est déjà connecté à 2 facteurs. Donc typiquement, le professionnel ouvre son application ou son poste avec un moyen à 2 facteurs le matin,
Et toute la matinée, il peut se réauthentifier avec simplement un seul facteur. Par exemple, voilà, il passe juste sa carte sans contact sur un lecteur sans contact, ou il tape juste un mot de passe, il n'aura pas besoin de taper l'OTP du moment que sa session a été ouverte dans un temps relativement restreint. Après, voilà, la durée de cette possibilité, elle est à évaluer par chaque structure en fonction de son contexte, de la criticité du service, des conditions opérationnelles de connexion, pour que vous puissiez adapter et que ça ne pose pas non plus de problème opérationnel. Là, sachant que ce sont des mesures transitoires et qu'elles devront, en fait, le 2 facteurs deviendra obligatoire à partir de 2026. Les exemples de moyens d'identification de transition, ça peut être voilà, ça peut être vraiment un moyen qui est de la double facteur, typiquement un badge et une puce à un code PIN. Ça peut être un badge sans contact associé à un mot de passe. Donc là, le sans contact pourrait servir de moyen à un facteur pour des réauthentifications successives. Ça peut être des clés de sécurité USB type FIDO. Ça peut être des mots de passe associés à des OTP SMS ou des TOTP qu'on génère par des applications. Voilà, donc ça, ce sont des moyens qui sont déjà 2 facteurs, mais qui ne sont pas forcément certifiés, sur lesquels vous n'avez pas encore fait d'analyse de risque, mais qui sont utilisables de façon à renforcer le niveau de sécurité au minimum à distance. Voilà, le temps que vous ayez le temps d'homologuer ces moyens pour qu'ils deviennent utilisables au-delà de 2026. Voilà, donc là, pour terminer justement là, pendant ces moyens, on vous rappelle le calendrier d'emploi. Donc, ce qui est immédiatement disponible, en fait, là, c'est Pro Santé Connect, les cartes CPX, c'est immédiatement disponible, c'est utilisable dès aujourd'hui et ça sera toujours utilisable. Les moyens de transition, ce sont soit des moyens à construire parce que vous n'auriez qu'un seul facteur actuellement, soit des moyens que vous avez déjà et que vous pourrez utiliser jusqu'en 2026. Et ce qu'il va falloir faire, si vous en avez besoin, c'est d'homologuer des moyens d'identification si vous ne vous restreignez pas à des cartes CPX, à Pro Santé Connect, ou à un moyen IGAS substantiel, mais comme ces moyens-là ne sont pas disponibles pour l'instant, ils vont peut-être apparaître dans le temps. Donc ce sera de la solution. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc là, en fait, il faut profiter des années qui viennent pour entamer une démarche d'homologation pour les moyens d'identification électronique que vous pensez pérennes et que vous voulez pérenniser au-delà de 2026. Les moyens de transition, quant à eux, ils sont utilisables jusqu'en 2026 et là, vous n'aurez plus le droit de les utiliser à partir du 1er janvier 2026. Donc, on va peut-être passer aux questions. Je pense qu'il y a pas mal de questions, donc on va peut-être. Je vais laisser cette slide-là et puis regarder les questions qui sont posées. Il est déjà 15h20, hein, donc on n'a plus beaucoup de. Ouais, ce que je propose peut-être pour qu'on ait le temps de finir quand même toute la présentation, c'est que voilà, c'est que je déroule les derniers slides qui restent et puis on prend les questions à la fin. Comme ça, éventuellement, on déborde un petit peu si c'est possible. Mais comme ça, au moins, on aura vu toute la présentation. Alors, juste, voilà, je voulais juste mentionner les autres exigences qui apparaissent dans le référentiel. Et celle-ci, elle s'adresse plus particulièrement aux structures de santé. Donc, on a notamment la mise en œuvre d'un répertoire d'identité locale fiabilisé qui est exigé au 1er janvier 2024 au plus tard pour les structures qui sont responsables d'au moins un service sensible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, si vous utilisez un Active Directory, voilà, c'est un répertoire d'identité locale. Voilà, il faut qu'il soit mis en œuvre, qu'il soit correctement synchronisé avec le système d'information DRH. Donc voilà, ça c'est une exigence au 1er janvier 2024 pour l'ensemble des structures. Et c'est effectivement un élément qui est très important dans un système d'information. Et donc c'est pourquoi on demande à ce que ce soit traité en priorité. Et puis après, donc là on parle que des structures donc, qui sont responsables d'au moins un service sensible. On a donné la définition tout à l'heure. Et puis il peut y avoir donc pour les structures qui sont soit responsables de plus de 5 services sensibles
ou soit qui compte plus de 5000 professionnels ayant accès à au moins un service sensible, eh bien, on exige au 1er janvier 2025 qu'elles aient mis en œuvre une brique de SSO. Donc, SSO pour Single Sign-On, donc c'est-à-dire en fait c'est la brique qui permet à un utilisateur de s'authentifier une seule fois en fait pour accéder à différentes applications. Donc ça permet de simplifier les usages pour les utilisateurs et donc leur simplifier la vie. Et enfin, concernant la brique de contrôle IAM, donc c'est-à-dire un système de gestion de contrôle d'accès. Donc c'est une brique qui est complémentaire, mais que l'on n'exige pas aujourd'hui à ce jour, mais qui peut être intéressante, notamment avant de mettre en œuvre la brique SSO. Voilà. Et enfin, donc il y a un engagement de sécurisation de l'identification électronique. Donc, en quoi ça consiste? Ça veut dire vous avez un formulaire qui est associé à ce référentiel. Et donc, l'idée, c'est de compléter ce formulaire pour les responsables de services numériques en santé afin d'indiquer où ils en sont, où ils se situent en fait par rapport à ce référentiel d'identification électronique. Donc, en fait, il y a deux parties dans le formulaire. Une partie qui décrit l'état de l'implémentation de l'identification électronique. Donc, ça veut dire où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous avez un plan d'action pour 2026 et où vous en êtes de ce plan d'action. Voilà, l'idée, c'est de résumer tout ça de façon assez synthétique dans ce formulaire qui est assez rapide, je pense, à compléter. Et puis, il y a une partie donc plus confidentielle qui vise à présenter les risques résiduels et donc le plan d'action détaillé de correction des éventuelles non-conformités. Donc ça, en fait, c'est le responsable légal de la structure ou un délégataire qui va le signer. Donc, la structure qui a la responsabilité du service numérique en santé. Et donc, il est à renouveler chaque année ou après chaque évolution significative de ce plan d'action. Voilà, l'idée, c'est de disposer de cet engagement de sécurisation que l'on pourra transmettre pour la partie qui n'est pas confidentielle, par exemple, à un partenaire dans le cadre d'une identification électronique indirecte, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, par exemple, voilà, un service numérique qui donnerait l'accès à un autre service numérique en santé pour le compte d'un professionnel de santé. Ou ça peut être, il pourrait être demandé par les autorités. Donc, notamment, il y a eu des questions à ce sujet. Il peut y avoir des contrôles des autorités, donc notamment CNIL par exemple, qui peuvent exiger ce formulaire pour vous demander où vous vous situez en fait par rapport à ce référentiel d'identification électronique qui est opposable. Voilà. Et donc là, je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble des slides. Donc il reste quelques minutes. On va essayer de répondre peut-être aux questions restantes. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à toutes les prendre en compte, mais on va essayer de faire de notre mieux. Il y a beaucoup de questions. Alors, l'audit de conformité, par qui il est effectué? C'est le responsable du service numérique en santé. Donc, dans la plupart des cas, donc si je prends l'exemple du DPI, par exemple, s'il s'agit du dossier patient informatisé, s'il s'agit d'une structure de santé, d'un établissement de santé tel qu'un hôpital, par exemple, qui disposerait d'un DPI, eh bien, c'est la structure de santé qui est responsable de ce service numérique, de ce DPI, qui va réaliser cet audit de conformité. Donc, nous, on va produire un guide d'homologation. Oui, je pense que là, il est question de l'homologation. On parle d'audit de conformité, mais c'est l'homologation du moyen d'identification électronique. Donc, nous, on produit un guide qui explique un petit peu comment réaliser cette homologation. Et ensuite, l'établissement de santé peut choisir soit de réaliser lui-même cette homologation,
soit de la confier à un prestataire tiers qu'il aurait missionné pour réaliser cette homologation. Et donc ça consiste à compléter un dossier d'homologation qui est transmis ensuite à l'ANS. Donc je pense que ça répond à quelques questions qu'on a sur l'homologation dans le chat. Avez-vous déjà une liste de fournisseurs homologués ou à homologuer? Donc non, en fait, ce que l'on décrit, ce qu'on a décrit comme moyen d'identification électronique, ce sont ceux qui sont autorisés. Après, hors donc de l'ACPS ou de ProSanté Connect avec l'ACPS ou ICPS, etc. Enfin, tout ce qu'on a détaillé, il faut procéder à une homologation. Et donc, à ce jour, voilà, il n'y en a pas. En fait, c'est chaque responsable de service numérique en santé doit faire ce travail d'homologation. Alors, beaucoup de questions. Ouais, j'en réponds quelques-unes, mais là j'ai une question sur la durée de session en cas d'authentification un facteur après un double facteur. D'ailleurs, c'est pareil pour une durée de session après authentification double facteur, combien de temps la session elle peut durer? Il n'y a pas de réponse toute faite. Il y a vraiment différents cas, différents contextes opérationnels. Là, on me propose 30 jours. Je crois qu'effectivement, genre Google, quand ils disent qu'ils font de double facteur, effectivement, ils demandent un deuxième facteur tous les 30 jours. Bon, même les banques, c'est pas forcément très souvent. Sur un service de santé, ça me paraît pas très crédible de demander un deuxième facteur au bout de 30 jours. Je pense, enfin, on imaginait plutôt quelque chose dans la journée, mais voilà, le référentiel ne donne pas de durée parce qu'on ne peut pas couvrir l'ensemble des cas et on trouvera toujours un cas où il y a peut-être une autre règle à mettre ou alors à mettre une valeur tellement grande qu'elle n'a pas de sens dans la plupart des autres cas. Donc, c'est contextuel. On ne peut pas donner une durée. Là, il faut voir quel est le risque d'usurpation d'identité, d'usurpation du compte en fonction de la méthode d'accès. Donc, si le second facteur il est demandé tous les 30 jours, est-ce qu'il n'est pas crédible que quelqu'un utilise cette possibilité pour usurper le compte de la personne? Voilà, donc ça c'est vraiment, il y a une liberté, c'est pareil, c'est comme l'analyse de risque des moyens homologués, il y a une analyse qui est faite, qui est à faire par chaque établissement, par chaque structure, en fonction de son contexte, en fonction des profils, en fonction de son contexte opérationnel, en fonction de la sensibilité des données, pour juger en fait du niveau de sécurité, de qu'est-ce qui serait adapté. Et donc, effectivement, il n'y a pas de chiffre qui est donné dans le référentiel et c'est charge à chacun de réfléchir. Et bon, c'est certes une tâche à faire, mais c'est aussi une liberté qui vous est donnée pour juger au mieux en fonction du contexte. Ce qui peut sembler le plus acceptable pour un établissement de santé, par exemple, dans lequel un professionnel de santé s'authentifierait le matin lorsqu'il arrive et puis éventuellement donc plusieurs fois dans la journée, hein, ça peut être plusieurs dizaines de fois, parfois même plus. Donc l'idée c'est qu'au moins il s'authentifie avec une authentification forte lors de sa première identification électronique lorsqu'il arrive le matin, et puis après on peut comprendre que le reste de la journée on lui redemande pas les deux facteurs systématiquement parce que ça peut être pénible. Mais ça, en fait, c'est vraiment adapté en fonction du contexte, déjà du nombre d'authentifications et puis surtout du risque qu'il peut y avoir, hein, comme l'a très bien expliqué Stéphane. Donc voilà, c'est vraiment à étudier au cas par cas. Alors, si je regarde, donc au final, nous risquons d'avoir plusieurs moyens d'authentification coexistants, par exemple CPX et plus SSO, dans le médico-social, du fait que certains professionnels ne sont pas référencés dans le RPPS. Oui, c'est l'idée.
c'est pour ça que l'on autorise plusieurs moyens d'identification électronique, c'est pour vous permettre de vous adapter au contexte et donc de permettre d'offrir plusieurs solutions pour l'authentification des professionnels. Donc ça peut être notamment, il faut imaginer par exemple aussi le cas de si on met en œuvre ProSanté Connect, le jour où le professionnel de santé n'a pas sa carte parce qu'il l'a perdue ou se l'est fait voler ou parce qu'il il arrive sans son smartphone par exemple avec son ICPS, eh bien il faut aussi trouver une solution pour qu'il puisse accéder à ces outils sur le système d'information. Et donc c'est pour ça que on peut avoir différentes solutions d'authentification en fonction du contexte, tant qu'elles respectent le référentiel d'identification électronique. Alors, une carte MyFair d'Esfire, là c'est un peu court comme question, je ne sais pas quelle est. Je comprends que l'idée c'est de savoir si une carte autre que CPS de type MyFair d'Espire peut être utilisée. Donc, alors oui, ça peut être le cas. Par contre, dans le cas de l'utilisation de la puce sans contact pour l'authentification, il faudra qu'il y ait un deuxième facteur pour la connexion au service numérique en santé et donc une homologation de ce moyen. Donc pour pouvoir l'utiliser au-delà du 1er janvier 2026. L'audit de conformité, est-il du devoir du DPO une obligation de le recruter, nommer on n'a pas parlé d'audit de conformité, mais je pense que vous faites référence à l'homologation du moyen d'identification électronique. Donc, il est à faire par le responsable du service numérique en santé. Ça peut être en général, c'est plutôt le RSSI s'il existe, ou ça pourrait être le DPO. Enfin, tout dépend vraiment de la structure et de son organisation. Et concrètement, c'est le responsable du service numérique en santé dont il est question. Je vois une question là sur l'homologation. Qui doit faire l'homologation? Est-ce que ça concerne bien uniquement les fournisseurs de services qui souhaitent être fournisseurs d'identité? C'est pas uniquement ça. En fait, qui doit faire l'homologation du MIE? C'est le fournisseur de services qui utilise ce MIE. Par exemple, imaginons qu'il y ait 2 établissements de santé avec des personnels de l'un qui vont travailler dans l'autre. En fait, le personnel de santé qui obtient un MIE dans un établissement, il voudrait utiliser ce MIE dans le second établissement. En fait, le second établissement devra faire l'homologation de ce MIE dans le cadre de ses services à lui. Parce que peut-être qu'un MIE est homologué pour un usage dans un contexte, dans une structure, il ne sera pas forcément du niveau de sécurité adéquat dans un autre contexte, dans une autre structure, dans un autre cadre. Et donc, en fait, c'est à chaque fournisseur de service de s'assurer que le MIE qu'il autorise sur son service, il remplit les exigences de sécurité qui sont adaptées à son contexte. Et donc, ce n'est pas le fournisseur du moyen qui doit homologuer le moyen, en fait, c'est le fournisseur de service qui doit homologuer le moyen qu'il autorise pour se connecter à son service. Donc, c'est ça l'idée, quoi. Donc, c'est pas forcément qu'on va devenir fournisseur d'identité, parce que un fournisseur de service peut très bien acheter un moyen, enfin voilà, faire utiliser un moyen qui n'a pas délivré lui-même, mais il doit quand même l'homologuer pour se poser la question, est-ce que ce moyen il correspond à mon usage? Donc, si le moyen il est délivré par l'ANS, on n'a pas à l'homologuer, mais s'il est délivré par une autre structure, il faut se poser la question, est-ce que ce moyen il est utilisable dans mon contexte? Alors après, donc il y a une question sur donc l'homologation concerne bien uniquement les fournisseurs de services qui souhaitent être fournisseurs d'identité. C'est ce que je disais. Ah d'accord, pardon.
L'homologation, elle concerne le fournisseur de service, Ouais. mais pas forcément que ceux qui veulent être fournisseurs d'identité. Tout fournisseur de service qui accepte un MIE qui n'est pas, certifié IDES ou délivré par l'ANS. Alors après, il y a une question sur l'engagement, donc sur la sécurisation de l'identification électronique. Donc, on demande quand est-ce qu'il doit être transmis, est-ce qu'il est obligatoire? Alors, on ne vous demande pas de le transmettre, en fait, c'est un formulaire que vous complétez et que vous conservez et que vous pouvez utiliser, donc qui pourra vous être demandé, par exemple, lors d'une une identification électronique indirecte par le service qui appelle votre service numérique en santé, par exemple. Ou il pourra vous être demandé en fait par les autorités si vous êtes contrôlé, par exemple par la CNIL, pour s'assurer que vous avez bien mis en œuvre le référentiel d'identification électronique sur votre service numérique en santé. Et donc oui, il est obligatoire, mais voilà, il est à conserver. On ne vous demande pas de le transmettre. Il est à mettre à jour tous les ans. Donc en fait, le camp, en fait, il faudrait le faire dans l'année qui suit le 1er juin 2022. Alors, qui peuvent être les responsables légaux de la structure? J'ai répondu un petit peu tout à l'heure, hein, c'est vraiment au cas par cas, ça dépend du type de structure, hein. Là, évidemment, le référentiel d'identification électronique, il couvre un petit peu tous les types de structures, donc ça peut être tout à fait, oui, DG, DSI, DPO, RSSI. Effectivement, ça dépend vraiment de la structure. Ouais. RSSI, ça me paraît pas. Ouais, je sais pas, DPO, DSI, RSSI, c'est pas des responsables légaux. Pas au sens, Oui. pas au sens légal du terme. Responsable légal, c'est vraiment responsable légal au sens juridique, quoi, donc qui engage sa responsabilité par rapport à la structure. Tu as raison, Stéphane, j'étais resté sur l'homologation, mais non, parce que tout à l'heure j'ai parlé d'homologation et du responsable, mais là on parle des responsables légaux, donc qui vont, donc je suppose, la question concerne l'engagement Oui, qui de signe l'engagement. sécurisation. Et donc effectivement, le signataire de l'engagement, c'est plutôt effectivement le DG de la structure. Les existences impliquent-elles aussi les établissements médico-sociaux? Ben oui, c'est santé et médico-social. Donc oui, le périmètre, ça comprend le médico-social. Tout à fait. Après, si j'ai bien compris, les obligations pèsent davantage sur les fournisseurs de services que sur les professionnels. Oui, les professionnels, les professionnels de santé, eux, ils se contentent d'utiliser les moyens d'identification électronique qu'on leur propose pour accéder aux services numériques en santé. Donc, après, c'est vraiment le fournisseur du service qui doit mettre en œuvre ce qui est Oui. décrit dans le référentiel d'identification électronique. Par contre, le professionnel, il va avoir tous les jours peut-être à utiliser le moyen. Donc, il va être impacté tous les jours dans l'utilisation, mais la responsabilité de la conformité, elle revient effectivement à la structure qui est responsable du service. Tout à fait. Le guide d'homologation, il va être publié sur le site de l'ANS à côté des référentiels d'identification électronique dans la PGSSIS. Et il y a même sa petite case qui est prévue, il va bientôt apparaître. Alors, l'utilisation de ProSanté Connect comme MIE oblige-t-il tout de même à remplir le formulaire d'engagement? Oui, en fait, vous le remplissez dans tous les cas. Par contre, c'est très simple et facile à remplir, hein. Si vous utilisez ProSanté Connect, vous cochez juste la case et puis voilà, vous conservez le formulaire. Vous êtes conforme à ce qui est demandé dans le référentiel d'identification électronique. C'est assez rapide à faire, hein. Mais oui, c'est obligatoire dans tous les cas. Comment avoir accès à ce guide? Donc là, je suppose qu'il est question du guide d'homologation des moyens d'identification électronique. Alors, il n'est pas encore publié. On est en train de faire les dernières relectures, mais il sera effectivement disponible sur l'espace de publication de la PGSSIS.
dès qu'il sera publiable. Il n'est pas encore publié, mais il va apparaître. Est-ce que le référentiel serait intégré à Maturin H? Ça, tu vas pouvoir dire, Vincent. Effectivement, c'est intéressant. Alors, ça, donc c'est en cours de discussion. Donc, il pourrait y avoir, il y aura probablement des questions qui vont concerner l'identification électronique. Et voilà, on est en train de voir comment intégrer ça à Maturin H. Mais c'est pas encore le cas aujourd'hui. C'est en cours. Alors, j'essaie de prendre encore quelques questions. On a assez largement dépassé. Hein. Je suis désolé. Il y a beaucoup de questions. On va essayer d'en prendre encore quelques-unes. Et ce que l'on fera, c'est que si on essaiera d'ajouter les questions auxquelles on n'aurait pas répondu à la FAQ qui va être mise à disposition sur le site de l'ANS. Vous retrouverez en fait le lien dans le document dans les slides. Donc c'est à la fin. Voilà, ça se trouve ici en fait dans les slides. Vous pourrez donc revenir sur la FAQ et voir si on a répondu à certaines de vos questions. Je regarde si je peux répondre encore à quelques questions. Je vois une question là. Comment faire pour les personnes n'ayant pas de smartphone, voire de portable? Eh ben, il ne faut pas baser le moyen sur le smartphone ou le portable. Donc, il faut un moyen de type badge, de type clé FIDO2. Ça pourrait être de la biométrie. Enfin, voilà, c'est pour ça que justement les moyens d'identification électronique homologués ont été introduits dans le référentiel. C'est pour que chaque structure puisse développer des moyens qui soient adaptés au contexte et pas se limiter effectivement à ceux qu'a construit l'ANS. Parce que oui, l'ANS ne peut pas répondre à l'ensemble des cas métiers non plus. Et donc, voilà, il faut se baser sur des moyens matériels de type carte, de type clé USB, ou alors des capteurs d'empreintes sur les claviers, enfin des choses comme ça, qui permettraient de faire une authentification forte sans téléphone portable. C'est à imaginer, c'est l'idée des MI homologués, c'est de ne pas brider d'emblée les solutions. Bon, c'est d'ailleurs pour cette raison aussi que en transitoire, on tolère encore l'utilisation du login mot de passe, comme on l'a expliqué tout à l'heure, pour certains usages, hein, bien sûr pas pour les accès, pas pour les services accessibles directement sur Internet, mais par exemple en local, dans un établissement, il y aura une certaine tolérance, donc en tout cas des moyens qui seront encore utilisables de façon transitoire avec le respect de certaines mesures de sécurité, notamment sur la complexité par exemple du mot de passe, si c'est un mot de passe qui est utilisé, sur la vérification d'identité lors de l'enrôlement, etc. Voilà, tout ça c'est décrit dans le référentiel. Bon, je vous propose qu'on ne s'arrête pas pour ce webinaire. Merci à tous les deux, merci à tous pour votre participation et vos nombreuses questions. Donc, vous allez recevoir le replay d'ici quelques minutes par mail. On va publier le support et on fera un mail récap avec tous les supports de présentation et tous les replays à la fin des 3 webinaires. Merci Vincent, merci Stéphane et puis bonne fin d'après-midi à tous. Merci à tous. Merci à tous pour votre participation.